Maintenant, on va voir les approches adversariales. Donc, lorsqu'on parle de données adversariales, on parle de l'idée qu'il était observé que si on effectue certaines très petites perturbations du niveau d'un bruit léger dans une image, bien, des perturbations très guidées, très vraiment orientées vers certaines modifications, on est en mesure d'induire en erreur les modèles de classement de nos réseaux de neurones profonds. Ça, c'est quand même assez surprenant parce qu'on serait attendu qu'ils seraient quand même beaucoup plus robustes que ce qu'on a comme résultat. Donc, ça a été d'abord démontré en images, c'était aussi démontré au niveau d'autres types de données que les réseaux de neurones profonds, dans le fond, étaient quand même relativement sensibles à des perturbations légères, mais guidées pour les tromper. Un exemple ici, c'est de dire qu'on a l'image d'un suricate et si on applique un bruit d'une très faible intensité, là, donc ce bruit blanc-là ici, mais avec c'est pas blanc, seulement c'est un bruit guidé, en fait, avec un epsilon de certaines valeurs, ben, on pourrait confondre le modèle de classement qui dirait que ce serait un autobus scolaire avec une très grande confiance. C'est causé par le fait que les représentations distribuées sont dans un espace de très haute dimensionnalité. Et donc, possiblement qu'en tout point, on est quand même assez près d'une frontière de décision dans une certaine direction. Donc, il faut comprendre que ces espaces-là sont de très haute dimensionnalité, c'est impossible à visualiser. Mais ce qu'il y a, c'est que on est à un petit epsilon de traverser une frontière de décision dans une direction bien précise. En général, si on se déplace du epsilon dans n'importe quelle direction, ça n'arrivera pas. Mais si on est dans une bonne direction, on va arriver à traverser une frontière de décision pour arriver à ce que le classifieur, le réseau de neurones, prenne une autre décision. Donc, c'est une difficulté actuelle, puis avec les réseaux de neurones profonds, la robustesse aux données adversariales doit être améliorée, clairement. Une attaque typique qu'on retrouve, donc c'est vraiment une des attaques de base, hein, il y a beaucoup d'autres attaques qui ont été proposées, c'est ce qu'on appelle la euh, Fast Gradient Sign Method, donc une méthode de descente du gradient basée seulement sur l'utilisation du signe. Donc, on va faire une descente du gradient dans une certaine direction. En utilisant le signe, on ne va pas utiliser l'amplitude du gradient, on va seulement utiliser la direction du gradient. On va faire un déplacement d'une valeur epsilon dans cette direction-là. Donc, on a un exemple ici avec l'équation qui nous dit qu'on prend l'epsilon selon le signe associé à la direction finalement associée à notre gradient selon euh, la donnée. Donc, on va regarder ici au niveau de la donnée, puis on va faire un pas dans cette direction-là. Donc, il y a plusieurs autres variantes qui ont été proposées pour produire des données adversariales. Le Fast Gradient Sign Method n'est pas la seule. Euh, les mécanismes de traitement, ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un entraînement adversariel. Donc, l'idée, c'est qu'on va produire des données adversarielles selon la méthode comme FGSM. Donc, on va augmenter le jeu d'entraînement avec des modifications de nos données d'entraînement qui ont été produites par FGSM, donc qui induisent le réseau en erreur. On va les utiliser pour entraîner notre réseau. Ben, soit que ça va être sur le même réseau qu'on entraîne, soit sur un réseau à côté, sur lequel on a produit des données adversariales qu'on utilise pour entraîner un nouveau réseau qui devrait être robuste à ces données-là. Et donc, ça augmente de façon générale la robustesse du réseau. Il y a aussi d'autres approches comme les GAN, là, les Generative Adversarial Networks. Donc, le modèle GAN, qui est un modèle qui a eu beaucoup d'impact dans la communauté quand il a été proposé, depuis qu'il a été proposé dans les années 2013-14, c'est de mettre en compétition deux réseaux de neurones. Donc, on a un réseau discriminatif qui, lui, vise à distinguer les vraies données du problème de données qui sont générées. Puis on a un réseau génératif qui, lui, vise à produire des données qui sont aussi authentiques que possible. Donc, ces deux réseaux-là sont en compétition. Le génératif veut produire des données qui induisent en erreur le discriminatif, et le discriminatif, lui, essaie de tenir le coup et de continuer de détecter les images générées, les fausses données, les données générées par le réseau génératif. Et donc, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir d'étiquette de classe. On a seulement besoin d'avoir un jeu de données qui nous intéressent. Avec le modèle GAN, le discriminatif va être entraîné de façon supervisée à dire est-ce que c'est une vraie donnée ou non. Donc, pas besoin d'étiquette pour les vraies données. Et le génératif, lui, va utiliser tout simplement la performance du réseau adversarial discriminatif comme critère de performance pour améliorer sa capacité à générer. Donc, c'est utilisé dans plein de situations. C'est quand même très courant maintenant, les réseaux adversariales génératifs. Entre autres, quand on parle de traduction image à image, c'est un exemple classique de 2017, si je me rappelle bien, 2016, où là, on utilisait, entre autres, un GAN conditionnel. Donc, on lui donnait une condition, puis on lui demandait de générer une nouvelle version des données. Puis, des exemples ici, on lui donne des images en noir et blanc, puis lui apprend à colorer l'image
à partir de cette image en noir et blanc. Là, on lui dessine une esquisse d'un objet qui est reproduit de façon relativement fidèle, où on lui donne une image d'une scène le jour, puis lui, il fait l'équivalent la nuit. Et on peut faire ça inversement dans l'autre sens également. Donc, ça, c'est un exemple de ce qu'on fait avec les GAN. Le modèle des GAN, c'est vraiment de dire ceci. Donc, on a vraiment notre réseau génératif qui génère. Donc, c'est vraiment lui qui produit les données, qui tend à les produire aussi bonnes que possible. On a une base de données de l'autre côté qui va vraiment nous donner des vraies données, puis on va alterner entre les deux de façon un peu aléatoire. Le réseau discriminatif, lui, doit déterminer si c'est une vraie donnée ou si c'est une donnée générée. Et l'idée, c'est que bon, le réseau discriminatif est entraîné directement sur le critère de performance qui est binaire. Donc, c'est un entraînement pour un classement binaire standard. Mais pour ce qui est du réseau génératif, c'est qu'on va vraiment faire le gradient, la rétropropagation des erreurs basée sur le gradient, va se faire au niveau du discriminatif pour pouvoir finalement améliorer la capacité à distinguer le vrai du faux. Mais au niveau du réseau génératif, on va continuer, on va avoir le signal de rétropropagation qui va aller aussi au réseau génératif. Mais là, on va avoir l'objectif inverse qu'on va tenter d'induire en erreur autant que possible le réseau discriminatif. Donc, on va inverser un peu le gradient. On va utiliser un gradient inverse pour les poids du réseau génératif pour faire en sorte que le discriminatif ne performe pas bien. Donc, c'est comme ça qu'on a une compétition entre les deux. C'est comme ça qu'on apprend finalement des modèles en mesure de produire des données générées qui sont réalistes autant que possible.